En pleine période des Jeux olympiques d'hiver, découvrez le plus grand scandale olympique sur glace. Elle était championne des États-Unis, favorite pour l'or. Mais, après un entraînement pendant les sélections olympiques américaines, Nancy Kerrigan quitte la glace, s'arrête un instant devant les journalistes et les caméras, puis se dirige vers une zone réservée aux athlètes. Séparées par un rideau bleu, les caméras restent en arrière un instant. Et là, bam, un bruit, comme un choc, résonne dans les couloirs et juste après, un cri de ceux qui vous coupent le souffle. Quand la caméra entre en courant dans le couloir, Nancy Kerrigan est au sol, recroquevillée, se tordant de douleur, tandis qu'un homme étrange disparaît. Dans la direction opposée, c'est le chaos, les agents de sécurité courent, l'équipe médicale arrive, et quand je demande ce qui s'est passé, elle arrive à peine à parler, elle répète juste sous le choc. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et voilà, la question qui explose. Le patinage artistique américain naît à ce moment-là. Qui profiterait de la chute de la star quelques semaines avant les Jeux olympiques ? Viens avec moi percer ce mystère surréaliste et découvrir jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour atteindre un objectif. Cette histoire a même été adaptée en film, ça vaut vraiment le coup de regarder. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, faits divers, théories du complot et curiosités étranges, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aime, commente, partage, parce que tout ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne, d'accord ? Et allons-y pour la vidéo, Découvrons les personnages de l'affaire d'aujourd'hui. Avant de faire la une des journaux policiers, Tonya Harding était un phénomène sur la glace. Née le 12 novembre 1970 à Portland, aux États-Unis, elle a commencé à patiner sur glace un peu par hasard. Un jour, ses parents sont allés dans un centre commercial où ils avaient installé ces patinoires temporaires, tu vois. Elle n'avait que 3 ans et n'avait jamais mis de patin de sa vie. Mais dès qu'elle est entrée sur la piste, elle a commencé à glisser sur la glace comme si elle faisait du patinage depuis toujours. Cette petite fille a attiré l'attention d'une entraîneuse bien connue de la région, Diane Rawlinson, qui l'a invitée à rejoindre son équipe. Le plus fou, c'est qu'elle venait à peine de commencer et participait déjà à des compétitions. Regarde, à 4 ans, elle a gagné sa première compétition de patinage, alors que les enfants apprennent juste à tenir debout sur la glace, et elle remportait déjà tout. Mais le conte de fées s'arrête là. Tonya a grandi dans un environnement qui serait déjà difficile pour beaucoup de gens, mais pour une enfant qui avait besoin de discipline, de routine et d'un esprit tranquille pour concourir dans un sport plein de particularités et de détails, là ça devient pratiquement un champ de mine, non ? Parce que, selon Tonya elle-même, sa mère, Lavona Sandy Golden, était abusive. Tonya a même dit qu'elle était souvent battue quand elle était enfant. Quant à Lavona, elle a toujours nié la version de sa fille, affirmant qu'elle n'avait jamais été abusive et que, tout au plus, elle disciplinait la petite en tapant la brosse à cheveux sur la tête de l'enfant quand elle ne patinait pas. C'est genre super normal, non ? Mon Dieu, ce n'est pas une bonne mère. Elle me frappe et me bat. Une fois, je l'ai frappée avec une brosse à cheveux lors d'une compétition. Pour aggraver les choses, la mère était aussi alcoolique. Tonya a affirmé que sa mère avait l'habitude de boire dès le matin et que lorsqu'elle l'emmenait à l'entraînement, elle remplissait un thermos de café mélangé à de l'alcool. Ça allait mal pendant l'entraînement, Lavona restait dans les gradins et se saoulait. Avec le temps, elle criait sur sa fille quand celle-ci échouait, une scène qu'aucun enfant ne mérite, n'est-ce pas mes amis ? La mère a vu dans le talent de sa fille une chance de gagner beaucoup d'argent et de sortir enfin de leur galère. Le concept de tendresse maternelle que Tonya a connu dans son enfance, c'était l'exigence, l'humiliation, la menace. Et ça façonne une personne, n'est-ce pas ? Elle est devenue dure, réactive, sur la défensive, et dans un sport où l'on attendait de vous que vous soyez, je ne sais pas, une ballerine souriante d'une publicité pour de la margarine, Tonya allait déjà dans la direction opposée. Et c'est là que le père entre en scène. Parce que Al Harding était le genre d'influence qui, encore une fois, allait à l'encontre du manuel de la parfaite patineuse. Tu vois ? C'était un homme simple qui faisait des petits boulots comme chauffeur de camion. Donc, au lieu de lui apprendre la posture, la délicatesse et à être la princesse de la glace, il a appris à Tonya à être une vraie garçonne. Authentique, chasser, pêcher, bricoler des moteurs de voiture, réparer des choses, savoir utiliser des outils et même un fusil. Elle a reçu ce cadeau de lui quand elle était encore enfant, mais elle aimait et idolâtrait tout simplement son père, qu'elle décrivait comme son meilleur ami. Donc, tu comprends le choc, n'est-ce pas ?
Alors que les autres filles étaient entraînées à paraître élégantes, Tonya apprenait à démonter une tronçonneuse, déjà les mains pleines de graisse. Et elle a grandi dans un environnement bien plus rude. Et cela se reflétait sur la glace. Sa force était réelle, son style était explosif, et elle n'avait pas ce vernis social que le sport adorait. Faire semblant, c'était naturel, tu vois. Et puis, il y avait tout ça. Une maison turbulente, une mère alcoolique et agressive, un père qui l'a formée avec une mentalité de dureté et de survie. Voilà, tu as une athlète extrêmement talentueuse, mais aussi quelqu'un qui a grandi avec le sentiment que le monde est un ring, n'est-ce pas? Et alors, mon beau peuple, maintenant il faut que je t'explique quelque chose d'essentiel pour comprendre pourquoi Tonya a toujours semblé à part, même si elle était vraiment trop douée. Parce que le patinage artistique sur glace n'est pas seulement un sport, c'est presque un club social déguisé en compétition. C'est un sport très cher, les cours sont chers, le temps sur la glace est cher, l'entraîneur est cher, les déplacements sont chers, et les patins de haut niveau coûtent une fortune. Et les tenues, alors, mon Dieu, les tenues, c'est juste au corps plein de paillettes, tu sais, avec des détails, des coutures parfaites. Souvent, ils sont faits sur mesure par des designers spécialisés. Et, au final, l'athlète ne fait pas que patiner. Elle vante une image, elle vante un personnage, une princesse, une ballerine, une œuvre d'art ambulante. Donc, on comprend déjà que c'est un sport élitiste, normalement pratiqué par des enfants de la classe moyenne. Et au début, quand Tonya n'était qu'une petite fille talentueuse qui patinait dans le centre commercial, cela ne dérangeait pas tant que ça. Soyons honnêtes, quand l'enfant est petite, tout le monde trouve ça mignon. Mais en grandissant, elle s'améliore et commence à gagner. Et puis tout à coup, cette fille qui ne venait pas du même monde commence à devenir une véritable menace. Et le sport, qui se vend comme élégance et pureté, commence à montrer son côté le plus laid, le côté du jugement social. Parce que Tonya ne se démarquait pas seulement par son patinage, mais aussi par sa façon de parler, de s'habiller, son attitude et son énergie. Elle n'avait pas ce vernis de petite fille parfaite, tu vois. Son corps aussi ne correspondait pas aux standards des patineuses artistiques, elle était plus musclée, ses jambes et ses bras n'étaient pas aussi longs. L'image, c'était vraiment celle d'une force brute, tu vois, et ça se voit dans un détail qui paraît petit, mais qui est énorme, les costumes. Sa mère cousait ses vêtements pour économiser, car il était impossible de rivaliser avec les filles en juste au corps à des centaines de dollars. Donc, les vêtements de Tonya avaient souvent l'air d'être faits maison. Et dans un sport normal, ça aurait même pu être vu comme quelque chose de très mignon, non? Regarde quelle battante, regarde comme sa famille fait des efforts. Mais en patinage artistique, n'oublie pas qu'on parle des années 1980, donc ces jugements étaient encore pires. En patinage artistique, cela était vu comme ringard, mal fait, comme du tissu bon marché, comme ne correspondant pas à l'image du sport. Et là, quelque chose de très cruel commence à se produire. Tonya se rendait compte qu'elle n'était pas jugée seulement sur ce qu'elle faisait sur la glace, mais aussi sur ce qu'elle représentait. En dehors de la glace, son origine, sa classe sociale et son caractère atypique la distinguaient. Dans le patinage, le jugement reste subjectif. Il existe une note technique pour saut, pirouette et difficulté, mais aussi une note de présentation pour l'art, l'élégance, l'impression et la composition. C'est là que réside le danger, car les préjugés peuvent alors s'infiltrer discrètement. Quoi, Tonya? Une personne très intelligente, vraiment intelligente, mais elle n'a pas ce qu'il faut, tu sais? Très intelligente, mais elle n'a pas le bon look, tu vois? Même ses choix musicaux faisaient froncer les sourcils des juges, alors que ses adversaires faisaient des chorégraphies sur de la musique classique. Tonya arrivait avec du rock'n'roll, avec des mouvements vraiment différents, très bien exécutés, mais trop agressifs pour le goût du sport. Regarde, tu vois? Et cela créait chez Tonya un sentiment, avec le temps, presque une paranoïa, mais une paranoïa alimentée par des expériences réelles. La sensation qu'elle devait être parfaite techniquement, parce qu'artistiquement, elle n'aurait jamais le bénéfice du doute que les autres patineuses recevaient. Si Tonya était l'étrangère du monde du patinage, Nancy Kerrigan était tout le contraire. Même si sa famille n'était pas millionnaire, Nancy avait un avantage. Elle représentait tout ce que le sport aimait. Grande, élancée, élégante, elle avait un corps de ballerine et un sourire parfait, tu vois. Sa posture était impeccable, elle était l'image que les juges voulaient projeter au monde. La patineuse artistique, raffinée, avec l'image parfaite d'appartenir à la classe de la glace, tu vois. Alors que Tonya était la force brute, Nancy était la délicatesse. Ce qui facilitait encore les choses pour Nancy, c'était le soutien reçu à la maison. La famille Kerrigan était structurée, tout le monde s'aimait, et elle a grandi comme la benjamine de 2 frères aînés. Le soutien et l'harmonie familiale faisaient d'elle quelqu'un d'encore plus apprécié. Le sport adorait cela, car elle était l'antithèse de Tonya.
exactement le type de patineuse que les juges, le public et les sponsors voulaient applaudir. Cette image impeccable de Nancy n'était pas seulement esthétique, elle lui ouvrait des portes. Alors que Tonya luttait pour payer le temps de glace, les cours et même ses propres costumes, Nancy attirait les sponsors. Les marques adoraient le package. Elle arrivait parfois à obtenir des justes au corps très chers, parfois même gratuitement, parce que les sponsors voulaient elle qu'elle soit la vitrine du sport. Et chaque contrat publicitaire lui donnait encore plus de moyens de s'entraîner avec les meilleurs, de concourir avec les meilleurs et de maintenir cette aura de perfection que le patinage valorisait tant. Pendant ce temps, Tonya manquait de ressources de base et devait se battre pour exister. Alors, comment briller davantage? Et c'est ainsi que Tonya et Nancy ont commencé à dominer la scène du patinage aux États-Unis. Toutes les deux se sont hissées parmi les meilleures du pays lors des compétitions et c'est au championnat américain de 1991 que Tonya a inscrit son nom dans l'histoire. Elle a été la première femme américaine à réussir le redoutable saut triple axel en compétition. Le triple axel est un saut qui exige 3 tours et demi en l'air en partant de face. Et c'était, et c'est toujours, l'un des sauts les plus difficiles et dangereux. Beaucoup de gens se sont déjà gravement blessés en essayant cela. La question est de savoir si elle deviendra la première américaine à tenter et réussir un triple axel. Nous le saurons ici, qu'elle l'essaie ou non. Filet. Oh, n'est-ce pas génial? Mais ce jour-là, il était impossible d'ignorer, même si les juges critiquèrent la manière brutale de Tonya, le triple axel était impossible à ignorer. Avec ça, elle a remporté le championnat et la même année, elle a décroché l'argent aux mondiaux, dépassant Nancy. Regarde là-bas, les deux ont obtenu leur place pour les Jeux Olympiques de 1992 et tout. Sauf que, quand est venu le moment de vérité, Tonya s'est sentie écrasée par la pression. Et au moment décisif, elle n'a pas réussi à compléter le triple axel, elle est tombée. Le résultat a été la 4e place. Une frustration totale et une médaille olympique qui aurait pu changer sa vie. Et pire encore, c'est justement Nancy qui a remporté la médaille de bronze. Quand elles sont revenues aux États-Unis, Nancy était la nouvelle coqueluche de l'Amérique. Contrat, publicité, couverture de boîte de céréales du petit déjeuner. Pendant ce temps, Tonya n'a rien eu. Juste l'amertume de voir sa rivale décoller pendant qu'elle, sans médaille, restait en arrière. Maintenant, imaginez un peu la frustration, n'est-ce pas, mes amis? Pour les athlètes, les Jeux Olympiques sont une chance rare, tous les 4 ans. Tonya savait que, dans des conditions normales, elle devrait attendre encore 4 ans pour essayer de changer sa propre vie à nouveau. Par chance, à cette époque, le comité olympique changeait le calendrier. Jusque-là, les Jeux Olympiques d'hiver avaient lieu la même année que ceux d'été, mais le plan était de séparer les deux, en alternant les années paires. À cause de cela, après 1992, la prochaine opportunité serait en 1994. C'est-à-dire que Tonya n'aurait pas besoin d'attendre aussi longtemps. 2 ans plus tard, une autre édition des Jeux Olympiques d'hiver aurait lieu, et elle savait que ce serait peut-être sa dernière chance de réécrire sa propre histoire avant d'être oubliée. Et entre-temps, il y a eu quelque chose qui a profondément bouleversé la vie de Tonya, son mariage. À seulement 19 ans, elle a épousé Jeff Glolin. C'était un type étrange, présent à ses entraînements depuis ses 15 ans, et, dans une famille où elle a grandi en manquant d'affection, avec une mère abusive, l'attention de ce garçon semblait être un refuge. Sauf que cette relation était loin d'être un conte de fées. Il avait un comportement contrôlant. Et plus tard, on sait que ce mariage ne marquerait pas seulement la vie de Tonya, mais finirait aussi par être le tournant du scandale qui allait tout changer. Tout comme la mère de Tonya, Jeff voyait aussi sa carrière comme un ticket pour sortir de la galère. Il voyait le potentiel de gagner beaucoup d'argent, de laisser la pauvreté derrière eux. Comme Lavana, il mettait constamment la pression sur Tonya. Il était contrôlant, toujours présent aux entraînements et compétitions, exigeant des résultats. Ce n'était pas qu'une pression psychologique, Jeff était agressif. Tonya a demandé des mesures d'éloignement et le divorce. Comme souvent dans les relations abusives, Tonya revenait sur sa décision, retirait sa plainte et ils se remettaient ensemble, puis se disputaient à nouveau. Il me frappait tout le temps. Peu importe le moment, il disait qu'il m'aimait, alors je suis restée avec lui. Ma mère disait qu'elle m'aimait, mais elle me frappait. Alors je me suis dit, tu sais, bon, je suppose que c'est normal, tu vois. Peut-être qu'un jour il arrêtera ça, peut-être qu'il sera fier de moi. C'était un cycle, et cette relation tumultueuse allait devenir le cœur de la tempête qui approchait. Tu vas voir. En 1993, Tonya a finalement eu le courage de demander le divorce pour de bon. Cependant, un détail curieux apparaît. On dit que la Fédération américaine de patinage lui demandait de faire semblant de ne pas être séparés. Regarde, dans les années 1990, le divorce portait encore un certain stigmate,
surtout dans un sport aussi élitiste et soucieux de l'image féminine idéale, tu vois. Autrement dit, pour sauver les apparences, ils lui ont demandé de projeter l'image d'un mariage intact, même si la réalité était tout autre. En 1994, au championnat national américain, sélection pour les Jeux Olympiques, Tonya et Jeff étaient officiellement divorcés, mais ils avaient encore cette dynamique compliquée des relations abusives. Ils se voyaient, on les voyait parfois ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Les États-Unis avaient 2 places olympiques et même si Tonya et Nancy étaient les grandes favorites, la pression était là. Il suffisait d'une erreur pour que quelqu'un glisse, pour que quelqu'un perde sa place pendant l'échauffement. Nancy entre, fait ses pirouettes, tout est capté par les caméras de télévision qui couvraient ta sélection. Elle sort de la glace, met les protections sur ses patins, passe derrière un rideau et la caméra, sans accès, ne voit plus rien. Soudain, un bruit sec, un impact et un cri aigu résonnent. La caméra court en arrière, entre dans le couloir et c'est là. La scène, Nancy tombée par terre, pleurant, criant et répétant « Pourquoi ? Pourquoi ?» Pourquoi que... Je ne sais pas, c'est du plastique. Quelque chose de très chaud. Aide-moi, on va t'apporter une boisson. Un homme a été vu en train de s'enfuir après l'attaque, c'était clairement l'agresseur, mais personne n'a pu l'attraper. À ce moment-là, la panique s'est installée. Et si c'était un maniaque qui attaquait, les patineuses d'athée sont allées réveiller Tonya, qui se reposait dans une zone réservée aux athlètes, inquiète pour la sécurité de toutes. La tension était à son comble, personne ne savait si la prochaine cible pouvait être un autre athlète. Nancy a été emmenée à l'hôpital. L'agresseur lui avait frappé le genou droit avec une matraque. C'était justement sa jambe la plus forte, celle que Nancy utilisait pour atterrir. Le médecin a évalué et a retiré Nancy de la sélection, elle ne pouvait pas concourir avec cette blessure. Pendant ce temps, la compétition a continué, la sécurité a été renforcée, et Tonya a patiné, et elle a très bien patiné. Elle a remporté le championnat national et a assuré sa qualification pour les Jeux Olympiques. Après cette sélection, les médias ont explosé, créant un scandale national. Qui voudrait blesser la chouchoute du pays? Nancy était l'image parfaite du patinage américain, la petite princesse de la glace. Alors, les spéculations ont commencé. La première question a été « Qui profiterait de la blessure de Nancy ?» Et évidemment, les soupçons ont commencé à se porter sur Tonya, une rivale directe, n'est-ce pas? Pendant cette période, la vie de Tonya est devenue un enfer. Les journalistes campèrent devant chez elle, ils l'attendaient à la sortie de l'entraînement. Tout le monde accusait Tonya, sinon comme l'exécutrice, au moins comme la commanditaire, d'avoir commandité l'attaque contre la pauvre Nancy. Et ainsi, Tonya, qui luttait déjà contre les préjugés dans le sport, se battait maintenant contre tout le pays. Tonya niait tout, toujours, affirmant ignorer et n'être pas coupable. Mais les médias raffolent des scandales, n'est-ce pas? Et alors? Le FBI s'est complètement investi dans l'enquête. Peu de temps après, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un homme appelé Shane s'est rendu à la police, admettant qu'il était celui qui avait frappé le genou de Nancy. Et en plus, il a dit qu'il avait été engagé par l'ex-mari de Tonya, Jeff, ainsi que par un de ses amis, Sean, qui travaillait dans la sécurité. Pour l'instant, imagine juste le scandale, n'est-ce pas? C'était déjà énorme. Avec tout ça, aussi bien le public que la police ont commencé à accuser Tonya d'être impliquée. Tonya jurait qu'elle n'avait rien à voir avec ça, que c'était de la folie, que c'était son ex-mari qui avait essayé de l'aider à se qualifier sans qu'elle ne lui ait rien demandé. Mais elle a été interrogée pendant plus de 10 heures par le FBI. Pendant cet interrogatoire, même si elle continuait à nier qu'elle ne savait rien, elle a laissé échapper qu'elle était au courant. Ensuite, lorsqu'elle est revenue à la maison de la sélection olympique, elle a dit que son ex-mari lui avait avoué que c'était lui le responsable de l'attaque, et même en le sachant, elle n'a rien signalé. Elle a tout gardé secret là-bas. La Fédération américaine de patinage, sous la pression du comité olympique, voulait retirer Tonya de l'équipe olympique, mais Tonya a intenté un procès de 21 millions de dollars. Elle avait gagné sa place. Elle n'était pas formellement accusée ni arrêtée, elle était innocente jusque-là. S'il la retirait, la fédération paierait cher. Ainsi, Tonya est restée, mais à la surprise générale, Nancy s'est rétablie. Dans les mois suivants, la blessure n'a pas fracturé l'os et elle n'a pas été sélectionnée pour la 2e place sans patiner aux sélections. Imaginez l'ambiance, mes amis. Tonya et Nancy dans le même avion en route pour les Jeux Olympiques. Les médias américains ont largement exploité la rivalité entre Tonya et Nancy. Et les présentateurs télé ont été poussés à sensationnaliser chaque aspect de l'histoire, présentant la rivalité comme une lutte entre le bien et le mal.
Tonya a été dépeinte comme la méchante, la jalouse, et Nancy est devenue l'adorée, la princesse de glace. Personne n'aurait pu imaginer, mais la compétition féminine de patinage artistique aux Jeux Olympiques de 1994 était attendue comme l'une des retransmissions sportives les plus regardées de l'histoire de la télévision américaine. Avec des spectateurs attirés presque entièrement par le drame de la vie réelle, les gens adorent les ragots, n'est-ce pas? Et un petit conflit aussi, hein? Les journalistes ont enregistré chaque regard, chaque interaction entre les deux patineuses. Chaque pays a un temps pour que ses athlètes s'entraînent avant l'épreuve et lors de la première séance sur la patinoire olympique. Quand Nancy et Tonya ont partagé la glace, Nancy portait exactement la même tenue blanche en dentelle qu'elle avait déjà portée. Le jour de l'attaque, l'ambiance était tendue et Nancy provoquait Tonya. « Tu as tenté de m'écarter, mais je suis là. » Mais, malgré tout le chaos autour, quand la compétition a commencé, Nancy Kerrigan a clairement montré que l'attaque ne l'avait pas ébranlée. Lors de la compétition, Nancy a livré l'une de ses performances les plus impressionnantes. Tonya, elle, allait mal et craquait complètement, n'est-ce pas? Pendant l'échauffement avant la finale, son lacet de patin s'est cassé. Elle a dû quitter l'échauffement pour le remplacer. Mais au moment décisif, dès qu'elle fait son premier saut, tout le monde est choqué, elle ne termine pas le saut et se met à patiner d'un côté à l'autre. Elle a l'air sur le point de pleurer. Ses patins s'étaient encore cassés, provoquant alors la scène devenue célèbre lors de ces Jeux Olympiques. Tonya est allée en larmes voir les juges, elle a levé son pied pour montrer qu'il était impossible de patiner comme ça. Les juges, compatissants, l'ont autorisée à sortir, réparer ses patins et concourir à nouveau. Mais, même avec une seconde chance, elle était clairement bouleversée et elle a fait une mauvaise performance, terminant à la 8e place. Dans l'ensemble, les médias et le public américain ont célébré son effondrement et son échec. Ils aiment aussi voir les autres échouer. Nancy a finalement décroché l'argent à quelques centièmes de l'or revenu à la patineuse ukrainienne. Après le retour de Tonya chez elle, dans les mois suivant les Jeux Olympiques, les conséquences juridiques et professionnelles de l'attaque ont frappé tous les impliqués dans la conspiration. Le 16 mars 1994, Tonya Harding s'est présentée au tribunal à Portland et a accepté un accord pour éviter le procès et le risque d'emprisonnement. Elle a plaidé coupable de l'accusation de conspiration pour entraver l'enquête sur les agresseurs de Nancy Kerrigan. L'accord reconnaissait qu'elle avait eu connaissance du plan après les faits et ne l'avait pas signalé aux autorités. Je voudrais commencer par dire à quel point je regrette ce qui est arrivé à Nancy Kerrigan. Je n'avais aucune connaissance préalable de l'attaque planifiée. Cependant, je suis responsable de ne pas avoir dénoncé ce que j'ai découvert à propos de l'attaque lorsque je suis rentrée chez moi après le championnat national. Elle a été condamnée à 3 ans de probation, obligée d'effectuer 500 heures de travaux d'intérêt général et a reçu un total de 160 000 $ d'amende et de frais. Ce que les agents du FBI ont découvert, c'est que l'ex-mari, Jeff, a décidé de son propre chef de s'occuper de Nancy pour aider Tonya. Il pensait qu'ils se remettraient un jour ensemble et qu'en gagnant les Jeux Olympiques, elle gagnerait beaucoup d'argent, ce qui lui profiterait aussi. Il a contacté son ami Sean et lui a suggéré de casser la jambe de Nancy. Sean a fini par engager Shane, qui était ceinture noire en arts martiaux, pour agresser la pauvre fille. Et son oncle, Derek Smith, serait le chauffeur de fuite. Les 4 hommes impliqués dans le plan ont été condamnés à des peines de prison. Jeff et Sean ont plaidé coupables. Jeff a été condamné à 2 ans de prison fédérale et à une amende de 100 000 $, tandis que Sean a écopé de 18 mois de prison. L'agresseur Shane et son oncle, le chauffeur de fuite Derek, ont plaidé coupables de complot en vue de commettre une agression au second degré. Et ils ont également été condamnés à 18 mois de prison, mais même si l'accord de Tonya lui a permis d'éviter la prison, sa carrière était loin d'être assurée. La Fédération américaine de patinage a mené sa propre enquête interne. Le 30 juin 1994, le panel a publié ses conclusions, affirmant qu'il croyait, oui, que Tonya avait eu connaissance à l'avance et était impliquée avant l'incident. Même sans preuve de son implication dans la planification, Tonya a reconnu avoir appris ce qui s'était passé après l'attaque sans le signaler. Cela enfreint les règles du code de conduite de la fédération qui oblige les athlètes à signaler tout incident d'agression ou d'abus. Alors, ils ont appliqué ce qui équivalait essentiellement à une peine de mort sportive. La fédération lui a retiré le titre du championnat américain de 1994 et l'a banni à vie du sport, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneuse. Cette décision a effectivement mis fin à la carrière de Tonya. Elle ne pouvait pas concourir ni patiner dans des spectacles ou des tournées professionnelles qui étaient la principale source de revenus pour les patineuses ayant participé aux Jeux Olympiques. Ainsi,
Tonya a perdu sa profession et ses revenus du jour au lendemain, se retrouvant de nouveau en difficulté financière. Pour aggraver les choses, son ex-mari a fini par vendre des photos et des vidéos intimes de deux nus à des magazines à scandale de l'époque. Elle a commencé à tout essayer pour gagner de l'argent. Elle a participé à des combats de boxe entre célébrités, disputé 6 combats professionnels pour gagner de l'argent et pris part à plusieurs émissions de télé-réalité. Ensuite, elle a travaillé comme peintre, menuisière et soudeuse. Pour Nancy, c'était l'inverse après les Jeux Olympiques. Elle a signé des contrats de sponsoring de plusieurs millions, dont un immense avec Walt Disney World, et est devenue la vedette des spectacles sur glace du parc. Elle a fini par épouser son agent, Jerry Solomon, en 1995, et ils ont eu 3 enfants. Pendant plusieurs années, le nom de Tonya Harding est devenu une blague et même synonyme de tricherie. Même l'ancien président Barack Obama a utilisé son nom de façon péjorative en accusant son adversaire politique de tricher. Tous les experts et les gars intelligents ont dit « Ok, c'est sa seule chance, il a une perruque, il doit faire un Tonya Harding sur le joueur adverse. » Mais en 2015, la compréhension de tout ce qui s'était passé a commencé à changer, lorsque Tonya a été approchée par un scénariste de film nommé Steven Rogers. Et il a écrit le scénario basé sur sa version des événements. En 2017, le film est sorti. Moi, Tonya, avec Margot Robbie dans le rôle principal. Il est vraiment très bon pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ainsi, le public a commencé à voir tout ce qui s'est passé d'une autre manière, réalisant qu'en plus de Nancy, Tonya était aussi une victime dans toute cette histoire. Le film a connu un grand succès, ce qui a changé la réputation de Tonya. Du jour au lendemain, Tonya Harding n'était plus vue comme la méchante. Beaucoup ont commencé à la considérer comme une personne complexe, au passé difficile mais attachante. Les faits de l'affaire n'ont pas changé, mais la façon dont la société les comprenait a beaucoup évolué, et avec ce changement, de nouvelles opportunités sont apparues. Encore une fois, Tonya a repris des apparitions nationales de patinage, non pas en compétition, mais comme invitée à de petits événements. Elle est également devenue conférencière motivationnelle et de temps en temps, invitée dans des podcasts où elle parle de résilience et de la façon de survivre à la honte publique. Aujourd'hui, à 55 ans, Tonya Harding mène une vie beaucoup plus discrète. Elle vit dans le sud-ouest de l'État de Washington et est mariée à Joseph Price. Elle se concentre principalement sur la routine familiale avec son fils, Gordon. Dans des interviews récentes, elle s'est décrite comme une mère travailleuse. Elle a confié à People avoir travaillé comme femme de ménage l'an dernier, apparaissant rarement en public ou sur les réseaux. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Vous croyez que Tonya a participé à la préparation de l'attaque ? L'a-t-elle appris après ou savait-elle déjà que son mari agirait ainsi ? Alors, laissez vos commentaires ici pour en discuter. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Likez et abonnez-vous si vous avez aimé. Si vous aimez ce contenu, partagez cette vidéo. Pour ceux qui découvrent cette histoire, partagez-la aussi et restez connectés pour la prochaine vidéo. Oh là là, mon pantalon est mouillé, je transpire. Jésus de Nazareth.